Alors bonjour à toutes, on va démarrer le cours en rapport à la paracha. C'est intéressant qu'on puisse faire un lien avec la paracha de cette semaine. On nous dit ici que Yitzhak a épousé Rivka alors qu'il avait 40 ans. Elle était la fille de Bethuel, la sœur de Lavan, elle vivait à Padan Aram, et il l'a prise pour femme. Vayater Yitzhak Lachem. Donc Rashi explique ici que il l'a épousée très très jeune, donc elle a attendu 10 ans pour pouvoir avoir des enfants, et 10 ans, hein, alors qu'elle pouvait en avoir, elle a dû attendre 10 ans de sa vie, ouais, pour espérer en avoir. Et après ces 10 ans d'attente, Vayater Yitzhak, donc il a prié très fortement d'Irachi, Yitzhak Lachem, il a prié Hachem. Donc Arishto, en présence de sa femme, qui a carré, car elle était stérile, Vayater lo Hachem. Et lui, Hachem lui a répondu fortement, autant aussi fort que ce qu'il a demandé. Vata Rivka Ishto, et donc est tombée enceinte de sa femme. Et Rachid dit là-bas sur place, Vayater lo. C'est pas une blague, hein. Vayater lo. C'est pas Napoléon, hein. Alors, Vayater lo, Rachid dit comme ça. Rachid dit Vayater lo. Nit Patser, Rachid dit. Voilà. Il dit lo velola. Il a répondu à la prière de Yitzhak, à lui, la sienne, mais pas celle de sa femme. Parce qu'on a dit qu'ils étaient présents tous les deux, n'est-ce pas? Que lorsque lui il priait de son côté, elle priait de l'autre côté, en présence de sa femme. Donc elle demandait autant que lui d'avoir des enfants, mais Hachem il a agréé la prière de son mari, mais pas de sa femme. Pourquoi? She'en domat tfilat tzadik ben tzadik. Parce que ne se ressemble pas. La tfilat d'un tzadik ben Racha et la tfilat tzadik ben tzadik. Ne se ressemble pas d'Irachi la tfilat d'un tzadik, fils de tzadik. Parce que Yitzhak, c'est un tzadik, son papa c'est un tzadik. Et la tfilat de sa femme qui est une tzadiket, mais son papa c'était un Racha, Bethuel. Les fichar lo velola, c'est pour ça qu'on a marqué lui et pas elle. Alors la question qui est posée, c'est la suivante. Ouais, Hachem il a agréé la prière de son mari, mais pas celle de sa femme. Pourquoi? Parce que lui, c'est un tzaddik, Yitzhak. Ouais, son papa, c'est un tzaddik, il est fils de tzaddik. Et sa femme, elle est tzaddiket, mais son père, c'est un racha. Alors moi, ça ne me contente pas, cette réponse. Je vous explique la réponse classique d'expliquer, bah, voilà, monsieur, il a un tzrout parce que son père est tzaddik, et lui, c'est un tzaddik, donc c'est normal qu'on ait créé cette fille-là. Ça va? Il faut d'abord essayer de définir ce que c'est qu'un tzaddik. C'est intéressant, ouais. Et pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui est plus compliqué? D'avoir été fille de Bethuel, qui était un rachat, son frère c'est un rachat, c'est Lavan, elle vivait à Padan Aram, c'est une ville de Harshaïm, ouais, et de devenir une tzadékette. C'est pas simple, ouais, c'est pas simple de vivre dans une ville de rachat, d'être fille d'un rachat et de frère d'un rachat, sous l'influence de la famille, sous l'influence de la ville, et quand même rester tzadékette, c'est extraordinaire. Alors son fils, c'est Yitzhak, son mari c'est Yitzhak, fils d'Abraham Avinu, il a grandi à la yeshiva, il a grandi, après la il est parti à la yeshiva, cursus classique du tzaddik, quoi. Hein? C'est compliqué, ça? Hein? Pas a priori, non. D'accord, il est programmé pour être un tzaddik. C'est beaucoup plus facile que de vivre à contrario de la tzidkout, quand même. On dit toujours que c'est plus méritoire, oui, d'être tzaddik quand on vient d'une lignée qui n'est pas... a priori. Et là, il y a marqué l'inverse. Hachem, il a écouté la prière de son mari parce qu'il était tzadik ben tzadik. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est vrai? Qu'est-ce qui est plus difficile? A priori, c'est d'être une tzadikette parmi les Rchaïm que l'inverse, d'être un tzadik parmi les tzadikim. Ça va? En vérité, c'est pas évident. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous êtes dans le noir et qu'on allume une allumette, on gratte une allumette et on vous montre de la lumière. C'est facile de choisir la lumière ou c'est compliqué de choisir la lumière? Lorsqu'on est dans l'angoisse, dans le noir, et qu'on cherche la lumière dans sa vie, est-ce que le choix de choisir la lumière, c'est compliqué? Hein? C'est compliqué ou c'est agréable? C'est agréable. Quand on est déjà dans la lumière, de trouver la lumière lorsqu'on a déjà de la lumière, c'est facile ou c'est compliqué? C'est plus compliqué d'être tzaddik lorsqu'on est fils de tzaddik. Vous savez pourquoi c'est compliqué? Parce que quand on est déjà des tzadikim, quand on est déjà fils de tzadik, on nous a déjà éduqués à des tzadikim. Ça veut dire quoi? Mets ta kippa, mets ton talit katan, fais tes brachot, fais bien Amazon, va la tfila, tout est déjà fait. Ça va? Le problème, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est nous qui avons décidé ou c'est papa qui a décidé?
Quand on est fille d'un rachat, c'est elle qui a décidé d'être tzadikette. Mais d'être tzaddik, quand on est fille de rachat, en vérité, c'est pas très compliqué. Parce que tu vois, mec, les mœurs sont inverses de tes notions. Tout ce qu'on te propose de faire, c'est l'inverse de ce que tu ressens. C'est pas compliqué de trouver de la lumière là où il y a de la sécurité. C'est pas compliqué, ça. Ce qui est compliqué, c'est d'être tzadikette, de devenir la tzadikette. C'est-à-dire de choisir le choix de la tzadikette, c'est pas compliqué. De faire tchouva, c'est pas compliqué. C'est de devenir tzadikim qui est compliqué après. Parce qu'il faut s'adapter à ce qu'on n'est pas. C'est ça qui est dur. Oui ou non? Par contre, quand on est fils de tzadik, après on peut se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on a fait le bon choix? Eh ben les autres, peut-être qu'ils sont mieux les autres. Ça va? Peut-être c'est mieux d'être pas religieux, c'est peut-être mieux de... etc., etc. Vous comprenez ou pas? La vraie question, elle est là, la vraie question. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des enfants de tzadikim? Alors qu'on est déjà... Ce papa, il est tzaddik, et ces enfants, on aurait tellement aimé qu'ils soient comme nous. Comment on va réussir à faire? Peut-être qu'on va fabriquer des gens qui vont pas être des tzadikim, qui vont être des robots des tzadikim. C'est des gens qui vont être programmés pour faire... Ils vont faire des actes, des défilés, machin. Mais est-ce qu'ils le ressentent au fond? Est-ce que c'est une vraie nécessité? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas... Et parce que quoi? Hein? Et c'est quoi choisir? Et ça serait quoi choisir? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Vous n'allez pas leur demander... Vous n'allez pas les mettre à l'école goy en disant j'espère qu'ils vont être des tzadikim. C'est compliqué, non? Alors comment on fait pour choisir? Leur inculquer avec l'amour. Hein? Leur inculquer avec l'amour. J'ai compris, mais est-ce qu'ils se disent bon d'accord c'est sympa, mais est-ce que c'est vrai bon il faut faire, mais est-ce que j'ai pas quelque part été un peu dans l'obligation par amour on va dire de le faire? Vous avez compris le problème? Le problème c'est ça le problème. Comment on arrive à fabriquer des tzadikim alors qu'ils ne le sont pas? Ça va? Comment elle est devenue tzadikette, Rivka? Parce qu'elle a vu dehors ce qui était l'inverse de ce qu'elle ressentait. Peut-être qu'il faut faire l'inverse, c'est-à-dire la question que vous posez à vos enfants, la question c'est une problématique. La question c'est une partie obscure de sa vie. Quand on est à Pessah, la première chose qu'on demande à nos enfants c'est quoi? En Pessah, on est à table, qu'est-ce qu'on demande à nos enfants? La première chose qu'on leur demande, c'est quoi? Manishtana. C'est ça qu'il fallait faire? Ah bon, c'est ça qu'il fallait faire? Moi je pensais qu'il fallait raconter la sortie d'Égypte, il fallait les informer, non? On dit non, Manishtana, là il a dit, mais pourquoi la première chose c'est la question? Hein? Pourquoi? Parce qu'on avance, comme ça on avance avec amour. Ah écoutez-moi bien, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut faire un choix dans la vie. Manishtana, la différence entre cette nuit et l'autre nuit. Si tu sais marquer la différence, tu fais le choix de la différence. Mais il faut qu'il existe la différence. Vous avez compris? Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'être humain, et c'est ça qu'il faut comprendre en couple aussi, très important. Parce qu'ici, dans l'histoire, dans l'exemple que je vous donne, je pense que Rivka, elle est en grande détresse. Parce que elle veut avoir des enfants, elle veut être maman. Ce sont des sentiments naturels. Ça veut dire que, Mina Shamaïm, Hachem a fait que quoi? Que mon corps, il a besoin de manger, je le ressens. C'est Mina Shamaïm, ça, vous comprenez? S'il n'y avait pas de ressenti, peut-être qu'on ne mangerait même pas. Peut-être qu'on se laisserait dépérir, on ne comprendrait pas, dire, ah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me sens mal, je ne comprends pas. Mina Shamaïm, Akadosh Baruch Hu a fait qu'on ait faim. Vous avez ce sentiment d'avoir envie de faim. Vous avez envie de boire. Mais c'est Mina Shamaïm, ça. Essayez de comprendre que c'est Mina Shamaïm, que le besoin, il est exprimé dans un sentiment émotionnel. Mais pas la gourmandise. Comment? Pas la gourmandise. Si aussi la gourmandise, c'est pareil. Vous avez envie de manger des gâteaux, ouais. Vous avez une boulangerie, il y a des beaux gâteaux, des bonbons. Un enfant, il vient à la synagogue parce qu'il y a des bonbons, hein. Vous avez compris? Il vient pas à la synagogue parce qu'il va prier, il comprend pas pourquoi. Il vient parce qu'il y a des bonbons, ça va? Donc c'est la gourmandise qui le pousse à faire. Mais ce sentiment-là, il a été exercé Mina Shamaïm. Vous avez faim, c'est Mina Shamaïm. Vous avez soif, c'est Mina Shamaïm. Vous avez envie de vous détendre, c'est Mina Shamaïm. Vous êtes fatigué, c'est Mina Shamaïm. Vous êtes en forme, mais vous avez compris pourquoi? Parce que si je suis pas fatigué, mais je continue à travailler, et je me rends pas compte, soit que psychologiquement je vais me détériorer, soit physiquement je vais me détruire. Hachem il a dit stop. Mais d'où je sais que stop? Parce que je suis fatigué. Donc mon corps il arrive à un moment donné de saturation. C'est un sentiment qui a été organisé. Il y a d'autres sentiments qui ont été organisés. C'est de ne pas être seul. J'ai pas envie d'être seul dans ma vie.
C'est un sentiment. À un moment donné, j'ai envie d'être de ma couple, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'être deux, j'ai envie de... À un moment donné, j'ai envie... vous avez compris? Je n'ai pas envie d'être seul, mais j'ai envie d'être deux. Le sentiment du mariage, c'est un moment de maturation. Quand une personne arrive à maturité, elle a envie de faire sa vie. Elle a envie de construire son foyer. Elle a envie d'avoir des enfants. Elle a envie... Voilà, c'est des sentiments qui ont été organisés. On les a pas à 14 ans. On les a à partir de 18, 20 ans, etc., etc. Ça dépend des hommes, ça dépend des... Mais ce sont des sentiments qui ont été organisés par Hachem. Hachem, il a organisé ça. Qu'on a envie de fonder un foyer, c'est aussi quelque chose qui est un sentiment. Donc on voit qu'on réagit à des sentiments. Mais c'est Mina Shamayim que c'est comme ça. Ça veut dire qu'on est construit pour raisonner comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui est plus important pour une personne? Et c'est ça qui est important de comprendre. Quand je décide de me marier, et c'est parce que je n'ai pas envie d'être seul, c'est la souffrance qui me pousse à me marier, ou c'est le désir d'être deux qui me pousse à me marier? À votre avis, c'est quoi? Est-ce que c'est la souffrance de ne pas être seul qui me dit bah, je ne veux pas rester seul toute ma vie, donc je vais me marier? Vous voyez? Donc le mariage, c'est une solution à une souffrance? Ou bien le mariage, je dis mais non, j'ai envie qu'on soit deux, j'ai envie d'être deux, j'ai envie de construire ma vie à deux. C'est quoi, à votre avis, qui est le plus important chez une personne? C'est on se marie pour ne pas souffrir, ou on se marie pour être deux? Hein? Je parle pas de théorie, hein, je vous parle de pratique. De pratique, hein? Ah non, pour ne pas être seul alors. Pour être deux. Est-ce que... Hein? Je parle pas de façon théorique, je vous dis un sentiment féminin et masculin. Le sentiment masculin, c'est quoi? Ou féminin? J'ai dit, il faut bien que je me marie, mais d'où vient le sentiment de se marier? Est-ce qu'il vient du fait de ne pas vouloir rester seul? Parce que toutes mes copines, elles sont mariées, ben moi aussi je veux me marier. Ou bien j'ai tous mes copains qui veulent se marier, je veux me marier. Hein? À votre avis, est-ce que la logique c'est quoi? C'est d'enlever de saturer une souffrance qui est de dire mais je ne veux pas rester toute ma vie, je ne veux pas rester jeune fille toute ma vie, donc je veux me marier, il faut que je me marie. Ouais, comme les gens vous voient, ils vous disent bah, t'es toujours pas marié alors, qu'est-ce que t'attends? Mais est-ce qu'ils pensent à dire bah, il faut que tu sois en couple, ou ils pensent mais arrête d'être seul? Hein? Le véritable sentiment en vérité, c'est de ne pas être seul. C'est intéressant. Pourquoi c'est comme ça? Je vous explique pourquoi. Ne pas être seul, je sais ce que ça veut dire. Ne pas être seul, je sais ce que veut dire la souffrance d'être seul. Je le sais ça. À 100%, je le connais. Mais est-ce que je sais qu'est-ce que veut dire vivre à deux? Qu'est-ce que ça engage? Hein? Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre à deux? Est-ce que vous savez ce que ça engage? Non. Donc ça veut dire que c'est logique que si je veux me marier, ça vient sûrement pas d'un désir d'être deux, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne peux pas être motivé dans ma vie de quelque chose que je ne connais pas. Ça, c'est la première logique. Deuxième logique. Mais excusez-moi, on a envie de donner aussi. Le fait qu'on se marie, on va donner. Mais est-ce que je parle dans les sentiments logiques d'une personne. Vous avez envie de donner, mais vous ne savez pas comment, quoi, avec qui. Donc, est-ce qu'il y a plus de crainte ou il y a plus d'amour? Ou il y a plus de réconfort, on va dire? Vous dites j'ai envie de donner, c'est un réconfort, mais qui est mélangé avec beaucoup de paramètres autour, qui sont avec qui, comment, quoi, comment ça va, je sais pas, vous avez compris pas. Par contre, d'être seul, ça, vous savez ce que ça veut dire. Je ne vais pas rester seul. Donc peut-être que la motivation première du mariage, c'est de ne pas être seul. Deuxième chose, écoutez-moi bien. Est-ce que vous préférez des femmes libres ou des femmes dépendantes? Hein? Est-ce que vous préférez des femmes libres, de dire j'ai décidé, voilà, je fais ce que je veux de ma vie, etc., ou d'être dépendant d'un mari, d'être dépendant, d'être tributaire de enfants, d'être tributaire d'une vie conjugale? Qu'est-ce que vous préférez? Être seul dans votre sentiment premier? L'indépendance. C'est fort l'indépendance. Donc le fait de se marier, c'est un problème. Parce que je perds mon indépendance. Donc vous avez compris que si j'ai envie de me marier, c'est pas logique. Parce que je sais pertinemment que je veux me marier, mais d'un côté, je perds mon indépendance. C'est pas logique, ça. Ça va? Et je rentre dans des tracas, et je rentre je vais me marier avec un homme que je connais pas foncièrement, et comment va se passer la vie en couple? Hein? On ne se pose pas toutes ces questions. J'ai compris, mais c'est Mina Shamaï. Mais pourquoi vous croyez que... Mais pourquoi vous croyez qu'Hachem, il a fait qu'on tombe amoureux de son mari? L'amour, l'amour, ça aveugle, ça enlève tous les soucis. Mais c'est Mina Shamaïm, ça aussi. Comme j'ai envie de manger, Mina Shamaïm, j'ai envie de manger, donc je sais que mon corps, il a besoin de quelque chose. Quand je tombe amoureuse de quelqu'un ou je tombe amoureux de quelqu'un, c'est Mina Shamaïm qui est un sentiment organisé par Hachem pour éliminer des questions. Ça va? Mais ça vient en vérité traduire quelque chose qui est très profond qu'il faut comprendre. Mais est-ce que ce sentiment, il vient logiquement d'un sentiment de combler quelque chose ou d'un sentiment
de pouvoir ne pas souffrir de quelque chose. Est-ce que je me marie parce que je ne veux pas souffrir de la solitude, ou je me marie parce que j'ai envie de construire ma vie? Ça va? C'est ça qu'il comprend. Hein? Comment? C'est vrai, vous avez raison aussi, vous avez raison. Mais le sondage, c'est qu'en vérité, on se marie par... Maintenant, par exemple, voilà. Quand vous avez faim, vous avez même très faim. Quand vous avez faim et que vous mangez, le fait de manger, c'est la solution à la souffrance de la faim. Maintenant, quand vous avez mangé, comment vous vous sentez? Pas sûr. Maintenant, est-ce que vous avez le souvenir de la souffrance, d'avoir faim, eu faim? Qu'est-ce qui vous reste en vérité? Qu'est-ce qui vous reste? Quelle est la différence? On va dire comme ça. Quelle est la différence entre un sentiment d'avoir faim, qui est comblé par le fait de se rassasier, et le fait de se marier, qui est au départ une souffrance d'avoir faim, de ne pas rester seul, on va dire. Et moi, je me suis marié. Ça va? Donc je suis calmé, je pense que j'ai solutionné quelque chose. Comme des gens, regardez la différence entre votre mari avant le mariage et après le mariage. Ouais, est-ce que vous voyez la différence? Avant le mariage, il est tout attentif, madame. Voilà, les petits cadeaux, les petits machins, les petites fleurs, les petits trucs. Et quand il est marié, il est rassasié. Voilà, il a plus faim. Vous avez compris ou pas? C'est intéressant que, malheureusement, on est victime des sentiments d'avoir finalisé quelque chose. Mais est-ce que là, on est à la fin de quelque chose ou on est au début de quelque chose? Quand on s'est marié, on est à la fin, ça y est, Baruch Hashem, ça y est, je suis casé. Yeshlanu Khatan casé. Yeshlanu Khatan casé, on a un Khatan qui est casé, Baruch Hashem. Ou bien, j'ai dit, voilà, je suis rassuré. Maintenant, il peut être un peu désinvolte, il peut être un peu nonchalant, pas très attentif. Il a réussi à conquérir, alors c'est fini. Ou bien c'est le démarrage de quelque chose. C'est ça le problème. Est-ce que je démarre pas une nouvelle vie? Mais cette nouvelle vie, c'est une vie d'inconnu. Mais moi, je me suis pas marié pour ça, moi. Vous avez compris le problème qui va se passer? Ça, il faut le comprendre au début du mariage. Ça veut dire qu'au départ, au démarrage, en fait, il faut comprendre que si je me marie parce que j'ai envie de solutionner une forme d'angoisse d'être seul, et que je suis soulagé de ne plus l'être, et je ne sais plus pourquoi je me suis marié maintenant. Ben oui, parce que c'était pas pour ça. Je me suis marié, maintenant je suis contenté, ben on est deux, bon, Hachem, ça y en est deux. Et alors? Mais c'était pas ça le sentiment qu'il fallait construire, que je ne savais pas au départ. C'est de construire ma vie à deux. Ça veut dire qu'une vie de partage. On a dit la fois dernière, il y a deux sentiments. Il y a un sentiment féminin et un sentiment masculin. Le sentiment féminin, qui démarre du fait qu'on ait créé la femme de l'homme. La femme, elle sait d'où elle vient et elle sait à qui elle s'associe essentiellement. Une femme, elle est liée à son mari. Donc elle a un sentiment d'association avec son mari. Un homme, il n'est pas né de sa femme. Il est né seul. Il peut participer à la vie de sa femme, mais il est partenaire de sa femme, il n'est pas associé à sa femme. Ce sentiment-là, c'est un sentiment masculin. Et on va essayer d'expliquer toutes les différences psychologiques qui existent dans ça, qui vont justifier la vie de couple, et comment elle se vit et comment elle se comprend, la vie de couple. Ici, Rivka, elle a un besoin fondamental d'être mère. Maintenant, son mari, est-ce qu'il ressent autant qu'elle le sentiment d'être père? On a dit, une fois, on a expliqué, et je vous pose la question. Une femme qui n'a pas d'enfant, et un homme qui n'a pas d'enfant, qui c'est qui est plus en souffrance? Vous avez dit la femme. Pourquoi c'est la femme? Plus en souffrance. Écoutez bien ce que je vous dis. Plus en souffrance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de paramètres qui vont exprimer la souffrance d'une dame que son mari. Quels sont les paramètres existentiels qui vont faire qu'une femme est en souffrance plus que son mari? Parce qu'elle a été créée pour donner la vie. D'accord. Donc vous dites de façon théorique qu'une femme, elle apporte la vie, ok. De façon émotionnelle maintenant. Émotionnelle. Elle se sent responsable de quoi? Hein? Comment? Ils sont responsables de ne pas donner satisfaction. Voilà, elle se sent responsable de ne pas donner satisfaction à son mari. Parce que son mari ne sera jamais père. D'avoir le bonheur de père, si elle n'a pas d'enfant. Donc elle a un désir d'enfant, elle personnellement. Mais elle a aussi un désir de combler son mari. Elle est associée à son mari. Ça va? Donc elle a une double souffrance. Alors que son mari, dit si elle me procure le bonheur d'en avoir, j'en aurai. Et sinon, je divorcerai, j'aurai d'autres femmes. Il y a d'autres femmes dans le monde. Ça va? L'homme, il est partenaire.
C'est pour ça qu'une femme a peur. Parce qu'elle dit, mais peut-être que comme il est partenaire, en fait, ce que je vous dis est inconscient. Hein. Il dit, mais de toute façon, peut-être qu'il va demain, il va être en souffrance de ne pas avoir d'enfant avec moi. Il m'aime, mais il va avoir des enfants, donc il va vouloir divorcer pour ne pas être en souffrance de ne pas être père. Ce qu'une femme, elle ne pourrait jamais vivre, parce qu'elle, elle est en souffrance de ne pas être femme. Mais elle ne peut pas en avoir d'enfant, c'est ça que son problème. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Mais non, Rivka, elle est sans enfant. Quand il y a marqué dans la Torah que Yitzhak, il a prié pour qu'il ait des enfants, on va dire, qu'il ait des enfants. Est-ce qu'il a prié pour qu'il ait des enfants ou il a prié pour que sa femme ait des enfants? Pour lui. En vérité, la nature humaine, si l'homme est partenaire de son épouse, qu'est-ce qu'il va dire dans sa prière? Qu'est-ce qu'il va dire dans sa prière? Pour sa femme. Il est partenaire. Il n'est pas associé à elle. Donc il va prier pour elle, comme il l'a fait avant. Il est partenaire. Il va dire, je n'ai pas d'enfants. Procure des enfants à ma femme pour que j'ai des enfants. Il est partenaire. Il dit, moi je suis prêt à l'aider, mais moi il faut... Est-ce que le sentiment essentiel c'est d'en avoir ou de permettre à sa femme d'en avoir? Vous avez vu la différence? Non, écoutez-moi bien. Il n'est pas associé à elle. Naturellement, il est partenaire. Comme si que sa femme, c'était le moyen d'avoir des enfants. Donc il dit, il faut que j'en ai par elle. Donc il prie pour qui? Pour lui, en fait. Il est partenaire. Sa femme, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle dit, j'espère que mon mari ressent ce que je ressens. Et qu'il va prier pour moi. Il faut ressentir la souffrance de sa femme, réellement. Très bien. Mais monsieur le Rav, mais là c'est dans de certains cas de figure, mais c'est dans un autre où la femme elle peut avoir des enfants, mais l'homme, son mari ne peut pas avoir d'enfants. Alors on verra. Juste que vous compreniez d'abord des sentiments. D'abord les sentiments. Ça va? Donc la femme est en détresse. Je parle dans l'exemple de la Torah. L'exemple de la Torah, c'est stérilité de comment elle s'appelle, de Rivka. C'est elle qui est en souffrance. Il y a deux façons de réfléchir. Soit je dis c'est un problème féminin. Je suis un homme, j'ai écoute moi, je suis pas médecin, je suis pas gynécologue. Débrouille-toi, va faire des examens, va voir des médecins, machin. Moi je peux rien faire. Mais qu'est-ce qu'elle espère sa femme? Elle dit oui, je vais voir le gynéco. Bien sûr, je vais voir le gynéco. Qu'est-ce que tu me réponds? Tu me réponds technique. Et une femme, elle veut une réponse technique? Et elle veut une réponse quoi? Quand une femme, elle exprime ses sentiments de souffrance à son mari, c'est pourquoi faire? Par exemple, le mari rentre à la maison, ouais, et il dit comment ça va chérie? Elle dit je suis fatigué. Ça va? Bon, lui il dit est-ce qu'elle va dire est-ce qu'un mari quand il rentre il dit mais je suis fatigué? Ben non, pourquoi un homme il dit pas qu'il est fatigué a priori? Parce qu'il n'a pas envie de faire souffrir, de rajouter à sa femme quelque chose qui lui-même est dans lequel il est en souffrance. Mais sa femme elle se gêne pas de le dire. Pourquoi elle se gêne pas de dire ça à sa femme? La femme elle va dire je suis fatigué. Mais ça veut dire quoi je suis fatigué? Et qu'est-ce qu'il va répondre? Ben si t'es fatigué va te reposer. Bon, est-ce qu'elle est bête sa femme? Elle sait pas qu'elle peut se reposer. Elle dit, quand il dit je suis fatigué, alors il dit, bah écoute, t'es fatigué, bah pas grave, va te reposer. Est-ce qu'une femme, elle savait qu'elle pouvait se reposer? Donc est-ce qu'elle espérait que son mari lui dise, va te reposer? Donc c'était quoi sa question? Quand elle a dit je suis fatigué, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Hein? Est-ce que tu peux participer à ma souffrance? Vous avez compris ça? Lui il dit, il va répondre, mais il va dire, mais donc quand elle m'a dit je suis fatigué, elle voulait une réponse, je lui ai dit, bah va te reposer. Lui, il va répondre, va te reposer. Mais quand une femme, elle va entendre son mari lui dire, mais va te reposer, mais il dit, mais il est bête ou quoi, là? J'ai tellement de choses à faire. Hein? J'ai tellement de choses à faire, il me dit, va te proposer. Vous avez compris ou pas? Donc, elle, qu'est-ce qu'elle va dire? Mon mari ne me comprend pas. En fait, la réponse qu'il a donnée, lui, est-ce qu'il était méchant, son mari? Non, pas du tout. Mais il est pragmatique, donc il n'est pas méchant. Donc la réponse qu'il a donnée, elle peut se dire, mais il est bête ou quoi? Il comprend rien. Et quand elle va se fâcher, mais elle va se fâcher à ce moment-là. Et lui, il va dire, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Je vais reposer. Il va pas comprendre. Il va dire un jour, il va dire à chaque fois que je dis un truc, elle s'énerve. Elle accepte jamais ce que je raconte. Le problème, c'est pourquoi elle n'accepte pas. Et pourquoi ça m'a été compris. Et pourquoi elle est fâchée. Parce qu'il n'a pas compris la nature de sa femme. Il n'a pas compris la nature féminine. Elle ne voulait pas qu'il lui dise va te reposer. Elle dit est-ce que tu acceptes ce que je suis? Est-ce que tu acquiesces que je suis fatigué? Est-ce que tu acquiesces que ma journée était difficile? Elle a besoin d'être associée à son mari, ça veut dire qu'elle a besoin d'être reconnue comme ce qu'elle est. Ouais. Mais écoutez-moi bien. Quand il va dire bah, je comprends, tu es fatigué. Elle va dire il me comprend. Elle va encore lui rajouter un truc. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il est partenaire, alors je vais lui dire encore. Et lui, il va dire, attends, j'ai pas compris. Plus je suis complaisant, et plus elle s'acharne contre moi. Ça veut dire qu'en vérité, elle essaie de se soulager par son mari, parce qu'elle est associée à lui, de sa nature.
puisqu'elle est née de lui, on va dire comme ça. Alors que le mari, il est partenaire. Donc il dit, attends, une fois ça va, deux fois ça va, trois fois c'est... Il va dire, écoute... Il faudrait le même cours pour les messieurs. Qu'il aille étudier. Non mais écoutez-moi bien, ça veut dire qu'en vérité, le problème, c'est qu'on ne se comprend pas. Parce qu'au départ, on n'a pas expliqué la différence de la nature humaine. La nature d'une femme et la nature d'un homme. Et c'est ça qu'on doit expliquer aux gens au départ. Ça va? Avant de se marier. D'abord, le sentiment de se marier, il vient d'un sentiment de souffrance. Il vient pas d'un sentiment de vouloir construire sa vie, etc. Ça, c'est des théories. C'est vrai, elle n'est pas fausse la théorie, elle est vraie la théorie, bien sûr. Mais le véritable premier sentiment, c'est un sentiment de ne pas être seul. Oui. La Gemara dit dans Kiljil, Tav les métav tindom les tabarmelo. Une femme préfère être à deux qu'à d'être seule, c'est un sentiment féminin profond. Ça va? Après, parce que on sait pertinemment qu'il y a un avantage d'être à deux, mais il y a aussi un très grand inconvénient. C'est qu'on dépend de l'autre. C'est qu'on perd sa liberté. Et comment ça va se passer? Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que je vais machin? Vous comprenez? Toutes ces questions, elles sont normalement plus fortes que le sentiment que me procure le fait d'être deux. Donc vous avez compris que quoi? Que ce qui pousse la personne à vouloir se marier au fond, c'est de ne pas rester seul. Le sentiment de solitude est toujours plus fort que l'inquiétude que peut procurer le bonheur d'être vivre à deux. Vous avez compris ça? Ça, c'est un premier sentiment qu'il faut comprendre. À part ça, on réagit par sentiment, par émotion. On réagit par émotion. Ça va? C'est-à-dire que vous avez un manque. Le manque, c'est pas une tare. Le manque est organisé naturellement. Que de la même manière que j'ai faim, parce que j'ai faim que j'ai un problème. Non, ça fait partie de ma nature. J'ai faim, donc c'est pas parce que j'ai un besoin que j'ai un problème. Vous avez compris? Tu attaques des problèmes, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Non. Le besoin, c'est pas une tare. Le besoin, c'est pas une carence. Le besoin, c'est de besoin de combler. Ça va? J'ai besoin d'être comblé. J'ai besoin que la personne qui est en face de moi, elle comprenne ce qui se passe. Vous savez ce que c'est que ça? C'est tzaddik. Il y a marqué Abraham, il a été tzaddik. Ça va? Vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham? On a dit que lorsqu'Abraham, il a prié pour avoir des enfants, il a dit à Hachem, mais à quoi ça sert? Voilà, j'ai gagné la guerre avec les 4 rois qui avaient conquis les 5, etc. J'ai gagné la guerre, j'ai libéré mon neveu, Lot. Mais à quoi ça sert tout ça? Véani, Olechari, je n'ai pas d'enfant. À quoi ça sert? Ça va? Il a dit, je suis sans enfant. Sa femme, elle lui reprochait, elle dit, comment tu as osé dire je suis sans enfant? Mais c'est une injustice. Parce que si tu avais dit nous, j'aurais pu tomber enceinte. Mais tu dis je, c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'elle fait, sa femme? Comment dire, sa femme, elle va être d'une violence extrême avec son mari Abraham, jusqu'au point de dire, Hachem, il va juger entre toi et moi. Comment tu as osé dire ça? Hachem, il va te toute la punition que je pensais me revenir, mais je te la renvoie sur ta tête. Hachem, je peux te bénir au Betra. Elle est violente, d'une grande violence. Mais donc comment ça se comprend ça? Parce qu'au final, elle se rend compte que tout ce qu'elle a fait, c'était pour rien. Elle a donné la guerre à son mari, elle a souffert de partager sa vie avec une autre, etc. C'est une grande souffrance, ça. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Parce que tout le problème vient de lui. Vous avez compris ça? Et tu n'es pas partenaire. Tu n'es pas associé à ma souffrance. Vous avez compris ce qu'elle dit, en train de dire à son mari? Mais pourquoi elle est virulente? Parce que c'est une injustice. Mais elle raisonne comme une femme. Pourquoi il ne réagit pas à son mari comment il ne réagit pas à son mari quand il entend un gars dire d'elle qu'elle est la tzadékette, que finalement Hachem il a choisi, c'était moi et pas Sarah, soi-disant c'était elle, c'était pas elle, puisque elle a vécu des années avec Abraham, elle n'a jamais eu d'enfant et moi j'ai des enfants, donc c'est qui la tzadékette? C'est moi. Et Abraham ne réagit pas à ça. Il n'est pas en complaisance de la souffrance de sa femme. Donc c'est ce qui a permis à Abraham d'être un tzaddik, c'est-à-dire d'être partenaire de la souffrance des autres. Ben c'est sa femme. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Mais non, on parle de qui ici? C'est qui les personnages? C'est Abraham et c'est... Bon. Quand Abraham, il ne peut pas recevoir des gens, comment il se sent? Donc il est dans la souffrance des autres? Jusqu'à quel point? Que même si tu lui fais la brit mila, et même si on est le 3e jour, c'est une douleur infernale, et même s'il fait chaud dehors, il est dans la souffrance de recevoir des gens. Donc c'est quelqu'un qui est de l'empathie vis-à-vis d'autres, qui est en souffrance de ne pas faire des mitzvot, qui est en souffrance de ne pas faire du chesed? Oui ou non? Oui. Comment ça se fait qu'il n'est pas en souffrance de la souffrance de son épouse? Comment ça se fait? Il est où le vrai chesed? Est-ce qu'il est avec les autres ou avec sa femme? C'est dingue. C'est ça qu'elle lui dit. Mais comment ça se fait que tu n'es pas avec moi? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Hein? C'est sûr et certain. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là?
Il y a une logique qui n'est pas empruntée. Laquelle? C'est qu'une femme, elle attend d'être la femme de son mari. Et pas seulement la femme de son mari. Quelle est la priorité la plus importante de sa vie? Plus que sa famille, plus que tout. Puisqu'elle est virulente. Quand Abraham, il dit rien, c'est qu'elle est en opposition avec Agar. Mais si tu dis rien, c'est qu'Agar, elle fait partie de ta vie. Mais c'est moi, ta vie. Vous avez compris ou pas? Et Hachem Ishpot, comment tu as pu dire je? Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'abord, tu ne souffres pas pour moi. Et deuxièmement, ça veut dire que je suis en concurrence avec une femme, et tu dis rien, ça veut dire qu'elle est égale à moi-même, mais c'est possible. Vous savez comment on peut expliquer que, comment elle s'appelle, que Chava, elle a proposé à manger à son mari du Etzadahat? Est-ce qu'elle était méchante? Elle a dit, moi j'ai fauté, je vais donner à mon mari. C'est une méchante, ça? Partage, j'étais jalouse. Ben non, mais elle a tué son mari, quelque part. Elle dit, moi je suis morte, je vais mourir, ça y est, je sais. Eh ben, il va mourir avec moi. Elle voulait pas qu'il ait une autre femme. Est-ce que c'est de la jalousie? Si, c'est de la jalousie. Est-ce que c'est de la jalousie? Hein? C'est là, ouais. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Comment vous le traduisez? Est-ce que Chava c'était une rachat? Parce que quand tu dis, ben, elle était jalouse, il va épouser une autre femme, comme ça a l'air d'être dans le texte de Rachi, elle a pas supporté qu'Abraham puisse épouser, Adam puisse épouser une autre femme qu'elle, elle a dit, eh ben, il faut qu'il mange avec moi, il faut qu'il meure avec moi. Ça va ou pas? C'est quoi le sentiment profond? Est-ce que c'est de la méchanceté? Elle est méchante, elle est égoïste. Comment ça se traduit chez vous? Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire? Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire? Elle était en symbiose avec l'âme. Elle est symbiose, Razak ou Balo. Symbiose. Avec lui, donc elle se sentait Hein? Et ça engendre qui meurt avec elle. C'est pas de la méchanceté en fait, vous comprenez ou pas? Ça se traduit comme de la méchanceté, comme de l'égoïsme. Mais en vérité, au fond, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est qu'elle est née de lui et elle sait qu'elle ne peut être que la femme de cet homme. Il n'aura jamais d'autre femme que moi. Et c'est ça qui la pose inconsciemment à organiser le fait qu'il lui donne à manger. Il faut bien comprendre ça aussi. Vous avez compris? Il ne faut pas se tromper. Parce que quand on se trompe, on dit, mais elle est jalouse. Par exemple, je donne un exemple. Imaginez-vous, Abraham, il voit sa femme crier, mais comment tu as osé parler comme ça? Qu'est-ce que vous croyez qu'il pense? Ben, un homme, il va dire, mais elle est folle. Ah, elle est jalouse, elle est possessive, elle est machin. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Mais c'est faux, carrément faux. Quand Abraham, il n'intervient pas, est-ce qu'il n'aime pas sa femme? S'il aime sa femme. Alors pourquoi il n'intervient pas? Qu'est-ce qu'elle croit? Elle dit, ben, s'il n'intervient pas, c'est qu'il m'aime Parce pas. qu'il n'a pas compris ce qu'elle a compris, elle, ce qu'elle a vu. Parce qu'il n'est pas associé à sa souffrance. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que qu'est-ce qui lui a permis de s'associer? C'est elle qui lui a permis, vous comprenez ou pas? Quand elle a crié, elle a dit, ma chérie, elle a dit, tu comprends pas que je suis en souffrance. Ça veut dire que s'il n'est pas partenaire, s'il lui dit, écoute, tu me fatigues, et il l'envoie balader, c'est pire. Quand il dit, écoute, j'ai besoin de calme, il va sortir. Il a deux façons de le vivre. Soit il le confronte, ça veut dire quoi le confronter? Soit il dit, je comprends. Je comprends ce que tu vis. J'accepte, c'est-à-dire d'être associé à la souffrance de son épouse. Il dit, je comprends ce que tu ressens. En fait, c'est ça qu'elle voulait entendre. Elle voulait entendre qu'elle est comprise. Quand il rentre à la maison, il dit, mais t'es fatigué? Elle lui dit, je suis fatigué. Elle voulait qu'il comprenne, au lieu de lui dire, bah oui, bah, je comprends ta journée, bah évidemment, avec ta journée que tu as passée, je comprends que tu sois fatigué. Elle voulait entendre qu'elle ait comprise que sa fatigue est justifiée. Et que son mari, il est avec elle. Vous avez compris ça? C'était ça la question de son épouse. C'est ça, quand elle a dit, je suis fatigué, ça veut pas dire, je suis fatigué. Genre, qu'est-ce que je peux faire? Bah, il va te reposer. Bah oui, je suis pas bête, je vais me reposer. Soit c'est bête parce que je le savais, soit, mais j'ai d'autres choses à faire. T'as pas compris que je sais que je suis fatigué et je sais ce qui m'attend et que je suis encore plus fatigué. Ça va? Au lieu de dire, bah, tu viens du travail et en plus tu quittes la maison, bah écoute, Kolakavod, Khazak. Au lieu d'être dans la compassion de la fatigue, ça va? Il est dans le fait de dire, bah, je vais trouver des solutions. Il est pragmatique, il essaie de trouver des solutions. On t'a pas demandé des solutions, on t'a demandé de t'associer. Ça veut dire qu'une femme, elle a besoin d'être appréciée par ce qu'elle fait et qu'on reconnaisse ce qu'elle fait. Alors qu'un mari, est-ce qu'il a besoin de... Est-ce qu'un mari, il va vouloir accabler encore sa femme de ce qu'il vit dans la journée? Une femme, elle ne se gêne pas de le faire. Ça va? Par exemple. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la différence entre le masculin et le féminin, c'est ce que j'apprends ici, c'est qu'il y a marqué Vaya Aterlo. Pourquoi Hachem il a gré la prière de son mari? Parce que c'est lui qui a besoin de faire un effort. C'est lui qui a besoin de devenir. Et c'est ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il a impliqué dans sa prière sa femme.
D'où j'ai tiré ça? Parce que c'est marqué comme ça. Vayetar Yitzhak l'Hachem. Il a prié fortement Yitzhak à Hachem, l'Enochachishto, en présence de sa femme, qui a Karaï, parce qu'elle était stérile. Rachid ici, c'est quoi l'Enochach en présence de sa femme? Elle était présente. Ça veut dire qu'elle était là dans la salle. Ça, c'est le pshat. Le pshat, ça veut dire le sens littéral, elle était là. Mais non, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'elle était là. C'était pas nécessaire de l'écrire. Qu'elle soit dans la cuisine ou qu'elle soit au jardin, c'est pareil pour moi. Elle prie pour avoir des enfants. C'est quoi la présence de sa femme? Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est comme ça, dans l'ordre de la phrase. Vaya'atar Yitzhak l'Hachem. Il a prié Yitzhak l'Hachem. Pourquoi il a prié? Qui a Karaï? Parce qu'elle était stérile. Mais non, l'essentiel, c'est la stérilité de sa femme, ou l'essentiel, c'est la présence? Non, la stérilité. Alors pourquoi c'est marqué la présence? Il y a marqué Vayetar Yitzhak l'Hachem l'Enochachishto. Il a prié fortement Hachem en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Mais non, il fallait dire il a prié fortement Yitzhak Hachem, parce qu'elle était stérile, en présence de sa femme. On prie pour la même chose, la stérilité. Oui, il fallait mieux marquer il a prié parce qu'elle était stérile et qu'elle était présente. C'est superficiel qu'elle était là. Vous comprenez ou pas? Pourquoi c'est marqué au milieu de la phrase? C'est marqué avant qu'on dise qu'elle était stérile, elle était présente. Pourquoi? Parce qu'elle était présente. Vous avez compris ce qui a marqué? C'est dur pour un homme de faire qu'elle soit présente. Il a fait un travail de quoi? De compassion. Il a fait un travail, il aime, et par pitié pour elle, il va prier pour elle. Vous avez compris ou pas? L'amour doit entraîner un sentiment de pitié, un sentiment de vouloir s'associer, un sentiment de vouloir soulager, un sentiment de vouloir comprendre, un sentiment de vouloir être en partenaire fortement avec elle. C'est ça un tzaddik. C'est ça tzaddik ben tzaddik. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui dit oui, je comprends, intellectuellement, oui, je comprends, oui, bah écoute, je sais pas, on va trouver des solutions. C'est pas ça un tzaddik. C'est pas un intellectuel. Vous avez compris? Vous allez voir votre médecin, il vous dit bah, j'ai tel symptôme, il dit bah écoutez, pas de problème. Ah, parce qu'il a trouvé la solution, c'est un tzaddik? Non, il a trouvé la solution. Ça va? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui comprend, qui ressent ce que je ressens. Tzaddik ben tzaddik, vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez vu la vanne, ce qu'il est? La vanne? La vanne, c'est un rachat. Quand il a vu Eliezer arriver avec de l'or et de l'argent, il a dit mais je vais le tuer celui-là. Il a préparé un plat. Il a empoisonné. Il a dit voilà, tu vas manger. Non, il dit je ne mangerai pas tant que je ne vous aurais pas expliqué. Voilà pourquoi je suis venu. Et quand il a parlé, Minash Shamaïm, ils ont inversé les plats. Qui c'est qui l'a mangé? Bethuel, il est mort le jour où Eliezer est arrivé. Elle était veuve, sa femme. Elle était à cause de qui? À cause de son fils. À cause de la vanne. Il voulait tuer Eliezer pour lui piquer son argent. Vous avez compris ou pas? Au lieu de dire, mais quel bonheur, ma soeur, elle va se marier avec un grand sadique, et bien en plus il a de l'argent, il est riche, elle aura tout ce qu'elle voudra, c'est lui qui va s'accaparer. Mais vous avez compris, c'est ça un rachat. C'est qu'il utilise une situation dans l'intérêt que de lui. Il est le mauvais homme, on va dire. L'homme qui n'est que partenaire, mais dans son intérêt personnel. Ça, c'est un rachat. Elle est née dans une famille pareille. Soit ça a un effet inversé, ça veut dire que comme elle voit son père rachat, qui pense qu'à lui, comme il voit son frère rachat, qui pense qu'à lui, comme il vit de l'Orishaïm, ça peut créer l'effet inverse. Ça dépend qu'une chose, ça dépend des midotes. Est-ce qu'on a des midotes? Est-ce qu'on a envie de donner? Est-ce qu'on ressent le plaisir de donner? Et quand on voit des gens qui font que l'inverse, ça dégoûte et ça renforce le fait de vouloir donner. Ça va? En fait, elle est devenue une sadéquette parce qu'elle vivait dans un environnement qui était contraire à ce qu'elle était, en fait, vous comprenez? Qui c'est qui l'a mis là-bas? Qui c'est qui l'a fait naître là-bas? C'est quand même bizarre, non? Que la femme de Yitzhak Avinu, qui a fait la Akedat Yitzhak, vous imaginez ce que ça veut dire la Akedat Yitzhak? C'est qui sa femme? Ben, sa femme, c'est la fille d'un rachat, d'un frère rachat, qui vit dans une ville de rachat. C'est là-bas qu'on l'aurait cherché. Vous l'auriez cherché là-bas, vous, la fille de Yitzhak? Vous l'auriez cherché là-bas? Moi, j'ai dit, ben, la fille d'un grand rave, grand séminaire, grand... Pourquoi elle est là-bas, elle? Pourquoi Hachem l'a mis là-bas? Et s'il l'avait mis ailleurs? S'il l'avait mis à Bnei Brak, elle aurait épousé Yitzhak ou pas? Non. Pourquoi non? Ou alors je dis à fortiori qu'elle aurait épousé Yitzhak à Bnei Brak. Ah, évidemment. Pourquoi Hachem l'a mis là-bas alors? Hein? Pour arriver à ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qu'elle avait comme qualité? De la Hirat Shamaïm ou de la Avat Hashem ou du Chesed? Pour arriver à ce qu'elle est devenue, elle a refusé
toute sa jeunesse d'apprendre des autres. Elle s'est refusée, c'est de l'amour ou de la crainte? C'est de la peur d'être que rachat, la peur d'être une rachat. Son mari, sa qualité essentielle, c'est quoi? La qualité d'Israël. Abraham, c'est un Baal Chesed. La Gvoura, c'est quoi la Gvoura? La peur de fauter. Vous avez compris pourquoi il s'est marié avec elle? Parce qu'il a Akedat Israël, c'est la peur. Ouais, c'était quelqu'un qui avait la crainte d'Hachem. Il avait peur de fauter, il avait peur de mal agir, il avait peur de décevoir, il avait peur de... Cette crainte-là, en fait, c'est exactement ce qu'elle a fait Yriska. Pourquoi on l'a mis là-bas, on l'a pas mis là-bas? Parce qu'on l'a mis dans un endroit où elle va avoir peur de fauter, avoir peur d'être influencée. Elle a fait sa Akeda à elle, dans la ville où elle a vécu avec un père pareil, un frère pareil. Pourquoi? Parce qu'il fallait une femme d'une Yirat Shamayim extrême pour arriver à épouser un homme qui avait une Yirat Shamayim extrême. C'est ça qui est le complément de l'un de l'autre, vous comprenez ou pas? Ne regardez pas la forme, dis-moi d'où elle sort cette fille-là, il y a n'importe quoi, son père s'arrache à ce... Regardez ce qu'elle est devenue. Et sa qualité essentielle, ce qu'elle a construit Hachem, il n'a pas mis par hasard là-bas. Parce qu'elle est devenue une tzadékette. Laquelle? Celle qui ressemble à Yitzhak. Et ils ont des qualités qui sont communes. C'est la Yirat Hachem. Vous avez compris? C'est ça qui est le point commun entre les deux. Ne regardez pas la forme. Regardez ce que les personnes deviennent. Très important de comprendre ça. Maintenant, ça vient d'une volonté profonde de ne pas s'assimiler. Une volonté profonde de ne pas ressembler à ça. L'olamda mimaasem, dit Rashi. Elle n'a pas voulu apprendre de ce qu'il faisait. Son père, ce qu'il faisait, son frère, ce qu'il faisait, ça l'a dégoûté. C'est-à-dire qu'elle s'est refusée à vivre une situation de vie pour ne pas être polluée par cette situation. Elle ne voulait pas. C'est de la Yirat Shamayim, ça. Ça va? Donc elle a développé à l'extrême limite de ce qu'elle est. Et son mari correspond exactement à ce qu'elle est. Minash Shamayim. Vous avez compris ce que ça veut dire, Minash Shamayim? Maintenant, lui, il a une grande Yirat Hashem. Mais est-ce que sa ira, elle n'est pas quelque part égoïste par peur pour? Comme une femme, elle dit, mais moi, je ne veux pas rester seule. En fait, je veux me marier. Mais mon mari, en vérité, qu'est-ce qu'il va combler? Il va soulager une souffrance d'être seul. Mais si le sentiment qui démarre, c'est un sentiment de peur, est-ce qu'on peut se construire dans la peur? Ce qui peut nous motiver au départ, c'est la peur, ce sentiment. Est-ce qu'il est suffisant? Alors la Torah nous dit que la stérilité de sa femme, elle a permis à Yitzhak de devenir un Baal Chesed, de devenir un tzaddik. Ça veut dire quelqu'un qui est partenaire de la souffrance. Je réagis. Maintenant, il faut que je comprenne que ma femme, elle souffre plus que moi. Il faut que je comprenne que l'objectif d'avoir un enfant commun, c'est en vérité pour soulager quelque chose d'énorme. Comme si que la stérilité, c'était un prétexte. Bien compris ça? Pour deux choses. Un, parce qu'ils vont être un couple soudé. Deux, parce que l'enfant qui doit être engendré, il doit être spécial. Il faut atteindre un niveau de femme et d'homme tel que pour engendrer un enfant pareil, pour engendrer Yaakov Avinu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas mécanique. Hein. Il faut avoir des midotes, il faut être émet, il faut arriver à ça. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire à vivre à deux. Donc le fait d'attendre et de faire le faire attendre, c'est pas une punition, chas v'shalom, c'est de pouvoir atteindre quelque chose d'énorme. Soit j'atteins ce que je vais engendrer, soit j'atteins, sans engendrer, j'atteins cette personne. Vous avez compris? Par exemple, bizarrement, quand Sarah dit à son mari, écoute, je vais te proposer d'épouser Agar et peut-être à nous trois, on va construire le clan d'Israël. Elle a fait un sacrifice de femme ou pas? Énorme. Bon, ça a marché ou pas? Finalement, Agar elle tombe enceinte, et puis et finalement elle va être chassée de la maison. Ça servait à quoi finalement? Ça servait à quoi? Physiquement, ça servait à quoi? Bah, ça crée un problème de couple, parce qu'elle fait disputer avec son mari, et finalement, cette femme, elle a été chassée de la maison d'Abraham. Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? À rien. Ou bien ça a servi à devenir Sarah. Est-ce qu'elle a mis en exergue le fait qu'elle n'ait pas pensé à elle? Elle n'est pensée qu'à Hachem. Elle l'a fait pour Hachem. Elle est devenue cette femme? Eh bien, c'est cette femme qu'elle est devenue qui a engendré Yitzhak. Vous avez compris ça? Ne regardez pas ce que vous vivez, regardez ce que vous devenez. Le fait d'être capable de dire, pour Hachem, je vais éliminer mon moi de femme et tout mon féminin, je vais l'enlever pour Hachem. Ça va? Je vais l'enlever, ça veut dire quoi? Je vais l'utiliser dans le but de construire le clan d'Israël. Tu dis, mais moi je pensais qu'on allait le faire à trois. Finalement, je me rends compte qu'elle n'est pas du tout apte à pouvoir vivre cette situation-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce qu'elle est devenue cette femme grâce à son acte? Bien sûr. Mais c'est elle qui va engendrer. Vous avez compris? Quand Hachem dit à Abraham, dorénavant, elle s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. C'est pas qu'on lui a changé son prénom. C'est que Sarah n'a plus rien à voir avec Sarai.
Vous avez compris? C'est un problème de construction psychologique qui fait que maintenant, dorénavant, ce qu'elle a réussi à faire, mais n'a rien à voir avec ce qu'elle avait pensé au départ. Et Sarah, elle n'est peut-être pas forcément capable de le faire, mais Sarah, elle a réussi à le devenir. C'est elle qui va engendrer le Israël. C'est elle, parce qu'elle a fait un acte pareil, qui va pouvoir lui permettre d'accéder. Vous avez compris ou pas? C'est que la difficulté, l'appréhension de l'épreuve a permis d'accéder à être une autre femme. Yitzhak, il est tzaddik, il est fils d'Avraham Avinu, ok, mais à quoi ça sert? Si tu n'es pas dans l'expérience de la tzidkout, en vérité, tu as le livre dans la tête, mais est-ce que tu es l'homme du livre? Ou tu le livres? Il dit, ben voilà, moi je suis le livre, elle va te reposer, elle va voir un gynéco. Ben oui, j'ai la solution, ben, elle va voir un gynéco si t'as un problème. Mais elle voulait pas, bien sûr qu'elle sait qu'elle doit avoir un gynéco, elle doit mettre ta femme. Est-ce que tu participes à sa souffrance? Est-ce que tu es proche d'elle? Ça, c'est un tzaddik, vous avez tzaddik ben tzaddik. Avraham, il est tzaddik à sa manière. Yitzhak, il est tzaddik d'une autre manière. L'épreuve qu'il aurait proposée, l'épreuve du couple, en fait, c'est d'arriver à des tzaddikim. Regardez la différence entre une femme célibataire et entre un homme célibataire et un homme marié. Est-ce que quand on est célibataire, on fait ce qu'on veut? On fait ce qu'on veut. La liberté qui est de dire, voilà, je vis ma vie, je fais ce que je veux, je peux mentir, je peux dire la vérité, je peux faire ce que je veux, de toute façon, je m'arrange. Ça va? Demain, je vais pas au travail, je vais prétexter que je suis malade. La sécu, je vais faire une déclaration, je vais voir mon ami, c'est un médecin, il va faire un petit papier me disant que je suis malade, et comme ça, je prends une semaine de vacances. Bon, j'ai menti. Mais est-ce qu'à mes enfants, je vais dire, vous savez, les enfants, demain, hein, on n'ira pas à l'école. Allez, c'est pas grave. Et ce soir, on va bien se saouler tous les trois. Ouais, on va se saouler, mais c'est normal. Attends, comme je faisais moi, on va se bien se saouler, on va jouer au poker toute la nuit, vidéo, machin, et vous allez voir, et demain, on dirait que vous étiez malade. Est-ce que je vais dire ça à mes enfants? Ce que moi j'aurais fait pour moi, est-ce que je vais dire à mes enfants? Donc est-ce que je suis devenu par mes enfants? Mais je suis devenu cohérent. Tout à coup, je suis devenu cohérent. Parce que moi, je peux vivre le mal, mais est-ce que je peux faire vivre le mal? Moi, je suis responsable. Est-ce que je vais rendre responsable mes enfants de ma bêtise? Donc, est-ce que je vais être honnête avec eux? Mais grâce au fait que je sois honnête avec eux, je suis devenu honnête. Est-ce que je vais leur apprendre des bêtises? Non. Eh bien, je vais m'éduquer à ne pas être bête non plus avec ma vie. Ouais. Est-ce que je vais leur mentir? Non plus. Est-ce que je vais devenir cohérent? Est-ce que je vais être convaincant? Si je suis pas convaincant, un enfant, il adore les subtilités, hein, les contradictions. Il dit, mais maman, tu me dis de faire ça, mais d'abord fais-le toi, après je le ferai moi. Donc ça m'oblige à faire ou pas? Donc qu'est-ce que c'est que la famille? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un mari? Qu'est-ce que c'est une famille? C'est quoi une famille? Ben, une famille, c'est un filtre. Toutes les impuretés qui sont en vous, elles vont être éliminées par obligation d'être heureuses. C'est vrai ou pas? Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Mais il a construit un filtre extraordinaire d'élimination de toute la bêtise humaine dans la famille. Ça va? Vous allez devenir des tzadikim et des tzadikot grâce à qui? Bah, grâce à vos enfants, grâce à votre mari, Vous avez compris? Et ça, il faut le comprendre au départ. Ce que je savais pas, moi, au départ. Moi, je croyais qu'il fallait se marier pour fonder un foyer. Moi, je croyais qu'il fallait avoir des enfants comme tout le monde. Moi, je croyais qu'il fallait être heureuse d'être maman avec des enfants. Mais non, ça, c'est la forme. Mais c'est de comprendre que tu deviens par tes enfants, tu deviens par ton mari. Et quand on se fâche, c'est qu'on voit qu'on ne devient pas à cause de l'autre. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Quand une femme, elle est virulente contre son mari, c'est parce en fait, elle lui dit des choses, il faut les comprendre, c'est subtil. Parce qu'en fait, elle est malheureuse, pourquoi? Parce qu'elle dit, mais c'est pas ça que j'espérais. J'espérais être accompagnée, ça va? Ça, c'est une chose. Ce que j'ai fait à comprendre, c'est comme ça. Est-ce que c'est facile de dire merci? C'est quoi la différence entre un homme et une femme? Je pense que la différence entre un homme et une femme, c'est qu'un homme, il se sent le devoir et la responsabilité d'entretenir sa vie de couple, d'entretenir sa famille, ses enfants, il se sent responsable. Il va aller travailler parce qu'il sait qu'il faut payer ça et ça et ça, et c'est un devoir pour lui de le faire, c'est son devoir d'homme. Bon, ça c'est une chose acquise. Mais est-ce qu'une femme, elle se sent responsable à ce niveau-là? Non, elle dit, moi je m'occupe de l'intérieur. Et lui, entre guillemets, il s'occupe de l'extérieur. Il s'occupe à l'extérieur d'entretenir l'intérieur. Moi, je m'occupe d'entretenir l'intérieur. Comme on l'a dit la fois dernière, quand une femme sort du travail, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais à la maison. Mais ça veut dire que je vais à la maison. Ben, je vais m'occuper de mes enfants, de mon mari, je vais faire la cuisine, je vais faire à manger. C'est ça qu'elle pense. Mais quand vous dites à un mari, et où tu vas? Il me dit, je vais à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais à la maison? Ben, je vais me reposer. Voilà, je suis fatigué. C'est marrant parce qu'on a dit, je vais à la maison, tous les deux, mais pas pour la même raison.
Ça va? Lui, il a dit, elle a dit, je vais à la maison, parce que moi j'ai un deuxième métier, hein, c'est ma maison. Je lui ai dit, mon métier s'arrête là. Moi, maintenant, je vais me reposer, moi, à la maison. Donc, quand il arrive à la maison, qu'est-ce qu'il espère? Qu'on va pas l'accabler. Tiens, fais ça. Non, non, je suis venu me reposer, moi, je suis pas venu. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il fait ça, il peut aider sa femme, mais il le fait par obligation, entre guillemets. Vous avez compris ce que je veux dire? Pas par sentiment de combler, de se sentir associé. Une femme, elle se sent responsable parce qu'elle est associée à ce qu'elle vit. Ça va? Mon mari, mes enfants, c'est un tout. C'est pas, il n'y a pas deux. Un homme, il dit non, il y a moi, il y a ma femme. Parce qu'au départ, j'étais seul. Et ma femme, elle était créée de moi. Mais ce sentiment-là, c'est pas par hasard qu'on l'a écrit dans la Torah. C'est pour expliquer qu'un homme, il sent on est deux. Une femme, elle sent qu'elle est une. Avec sa famille, ses enfants et son mari. Elle est un avec lui. Et l'homme, il sent qu'il est deux avec elle. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux, t'as besoin de ça? Oui, je suis là. Tu vois, il vient pour combler quelque chose chez sa femme. Il croit qu'il vient combler. Il dit, t'as une carence? Je remplis des trous, voilà. T'as besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais, alors qu'en vérité, elle espérait pas. Bien sûr qu'elle espérait que son mari trouve des solutions, hein, mais elle espérait qu'il soit partenaire. Mais profondément partenaire, associé à ça. Vous avez compris? Est-ce que tu vis avec moi? Est-ce que je suis? Donc une femme, un homme, il espère qu'il va être un bon mari dans le sens où il va rendre heureuse sa femme. Et une femme, elle doit se sentir associée à son mari en espérant qu'elle est la femme de son mari. C'est ça qu'elle ressent. Maintenant, ce problème, c'est-à-dire cette faculté à penser comme ça, n'est pas acquise chez un homme et chez une femme. Elle sent que son mari, il est avec elle à 100%. C'est ça qu'elle ressent. Donc quand elle voit qu'il est en décalage, elle sent une souffrance. Quand un homme, il dit « j'espère que ma femme sera heureuse », mais quand elle arrive à la maison et qu'elle lui dit « j'ai un problème, je suis fatigué, machin », ça lui pose un problème, lui, parce qu'elle n'est pas heureuse. Vous savez ce qu'il croit? Qu'elle est fatiguée à cause de lui. Si elle n'est pas heureuse, c'est que je ne suis pas un bon mari. Si elle se plaint, c'est que je ne suis pas un bon mari. C'est ce qu'il ressent, parce que c'est logique. Parce que quand ça marche, quand elle est heureuse, c'est que j'ai bien fait, et quand elle est malheureuse, c'est que j'ai mal fait. Alors que quand elle est malheureuse, c'est pas parce qu'elle a mal fait, hein. C'est parce qu'elle a envie de lui dire, regarde ce que je suis, est-ce que tu es avec moi? Et quand tu lui dis, va te reposer, il dit, mais il n'a rien compris. En fait, le problème, c'est que quand on n'a pas compris la nature de chacun, et que chacun raisonne comme il est, chacun raisonne comme il est. Si vous êtes des femmes, vous avez une façon de cultiver votre regard qui est propre à vous-même. Mais votre mari n'est pas comme vous. Donc qu'est-ce que je dois faire, en tant que femme? C'est de comprendre que mon mari, il n'est pas comme moi. Et que j'aimerais bien qu'il devienne comme moi. Et un homme, il comprend que sa femme, elle n'est pas comme lui. Mais qu'il aurait tellement aimé qu'elle considère qu'il n'est pas comme elle. Ça veut dire comme ça. Un homme, il a envie que sa femme soit heureuse. Si une femme, elle fait l'économie de lui dire qu'elle est heureuse avec lui, elle va créer un traumatisme. Et c'est dur pour une femme de dire qu'elle est heureuse avec son mari. Pourquoi c'est dur? Par exemple, elle va dire, j'ai des super copines, mes voisins sont super et tout, mais elle aura du mal à dire à son mari. Pourquoi elle a du mal? Pourquoi une femme, elle a du mal à dire à son mari, tu es super, je suis très heureuse avec toi? On a du mal à le dire. Une femme, elle a du mal à dire. Hein? C'est de la pudeur, ça? Ou c'est quoi? Par exemple, je vais dire comme ça. Quand une femme, elle dit merci à son mari, ça veut dire quoi pour lui? Comment il le traduit? Il va traduire, tu vois, j'étais un bon partenaire. Alors qu'elle voulait dire, tu vois, tu as ressenti ce que je ressentais. Merci. C'est pas le même merci. Pourquoi une femme, elle a du mal à dire? Parce que pour elle, c'est évident que ça comme ça. Chazak. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que c'est normal. C'est normal. Tu as fait ce que tu devais faire, merci, c'est normal. Ok. Mais est-ce que c'était normal? Il faut que vous compreniez que c'était pas normal. Mais non, lui, quand il entend merci, est-ce qu'il a plus envie de continuer à faire ou il n'a pas envie de continuer à faire? Par contre, quand vous dites, quand une femme me dit, mais de toute façon, tu l'as fait pour toi. Comment il se sent, lui? Bon, qu'est-ce qu'on a gagné de le dire? Est-ce qu'on a séparé son mari de soi? Ou on a dit des vérités qui sont des vérités? C'est possible qu'il ait fait pour ça. Mais est-ce que ça se dit, ça? Est-ce qu'on a perdu son mari ou on a gagné de lui dire, écoute, la prochaine fois, tu feras autrement? C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Parce que Ezer Kenegdo, ça peut être une aide, mais ça peut être contre soi. Mais c'est naturel que c'est contre soi, parce qu'on n'est pas construit de la même manière. Donc c'est forcément pas comme soi. Quand vous parlez des étrangers, c'est forcément contre vous.
Parce qu'il ne parle pas de votre langage, il n'a pas la même culture, il n'a pas le même vécu, il n'a pas le même passé, il n'a pas les mêmes expériences. Mais c'est évidemment que c'est contre moi. Vous avez compris? Quand les choses ne sont pas égales à moi, c'est toujours contre moi. Mais est-ce qu'une femme, elle ressemble à un homme? Donc depuis le départ, c'est contre soi. Vous comprenez comment ça marche? Qui c'est qui a créé ça? Hachem. Maintenant, est-ce qu'il a réfléchi, Hachem? Donc il faut l'accepter. Il faut accepter que c'est la condition de ma vie. C'est au départ contre moi, mais pas en vérité dans la culture du contre moi. C'est que je vais aller contre moi pour aller adapter la personne à moi. Ou je vais faire l'effort d'arriver à l'associer à moi. Mais c'est jamais contre moi. C'est pour ça qu'il est marqué Zacha. Il a compris, c'est Zacha, il a un scout, il s'aïzer. Et sinon c'est contre lui. Quand vous voyez par exemple, Rivka, elle est née dans une famille de Racha, dans une ville de Racha. C'était contre elle ou pour elle? Mais en vérité, c'est contre elle. Comment vous le ressentez? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais moi, j'aurais préféré être ailleurs, etc., etc. Mais mon père, c'est un rachat, mais comment je souffre d'être là. C'est contre moi, évidemment que c'est contre moi. Mais en vérité, c'est ce qui va te permettre d'épouser Israël. Pour ça qu'il faut être subtil dans la vie, de voir que ça a l'air de contre moi, mais c'est pour moi. Vous avez l'impression que c'est contre vous, mais c'est pour vous. C'est ça la faute de Sarah quand elle s'énerve contre son mari. Elle s'énerve contre lui, elle a fauté. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise en colère, elle croyait que c'était contre elle. Pourquoi tu t'énerves plutôt que de dire, mince, par amour il n'a pas compris, mais j'ai pitié de mon mari, je vais l'aider à comprendre. Pourquoi je m'énerve contre lui alors que je vois qu'il a une carence? Comme je vois mes enfants qui ont des problèmes, je ne vais pas m'énerver contre eux, je dis les pauvres. J'ai plus de pitié de mes enfants que mon mari, c'est bizarre. Mais c'est pas normal. Pas normal. Pourquoi je m'inspirerais pas de mes enfants pour dire mais si mes enfants c'est pas comme ça, mais mon mari c'est pareil? Pourquoi j'ai plus de facilité à dire du bien de mes voisins que de dire du bien de mon mari? C'est pas normal. Mais c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que un, c'est normal. Deux, vous savez quoi? J'ai peur que si je vais lui dire Chazak ou Baruch, demain il va s'arrêter. Vous avez compris ce qui se passe? Une femme, elle a peur que si je lui dis ah mon mari t'es super, elle a peur qu'il va s'arrêter demain. Il va dire voilà Chazak, merci beaucoup. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Un mari, il est plus encouragé quand il voit que sa femme est heureuse que l'inverse. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut encourager son mari à dire merci beaucoup de m'avoir fait ça, merci beaucoup de m'avoir compris, merci beaucoup d'être mon mari, merci beaucoup de faire tout ce que tu fais pour moi, parce que lui, ça va l'encourager. Mais si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit toute la journée, mais oui, mais elle va dire, mais puisqu'il est partenaire super, je vais lui dire tout ce que je ressens. Mais c'est le problème parce que vous allez dire vos problèmes, parce que vous avez trouvé un partenaire qui vous entend, et lui, il le comprend comme si que tout ce qu'il va vous dire, c'est toujours l'inverse qui va se passer. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sont des mécanismes qui sont dans le couple, qu'il faut au départ comprendre pour bien assimiler que c'est jamais contre soi. Excusez-moi, mais souvent, on ne sait pas, mais quand on fait bien une fois, il a l'impression qu'il est quitte pour 1000 fois. Alors il faut lui dire, je ne te l'ai pas dit pour t'acquitter. C'est ça, vous avez raison, c'est ça. C'est pour ça qu'une femme, elle fait l'économie de dire merci. Ça va? Ok. Mais en vérité, on a dit une fois, écoutez-moi bien, on a dit une fois un cours. Mais c'est comme ça. Mais il faut savoir que ça marche. Parce qu'on n'a pas confiance, en fait. C'est ça aussi. Parce qu'on dit, c'est vrai, ça s'est vérifié une fois, mais ça s'est vérifié qu'une fois. Elle dit, ah, parce que ça s'est vérifié qu'une fois, donc j'ai toujours peur. Ça y est, je mets une étiquette, mon mari, je lui dis merci, il s'arrête. Non, il n'y a pas d'étiquette, au contraire. Il faut lui dire, quand j'ai vu que tu l'as fait, ça m'a fait tellement plaisir, que j'aurais tellement voulu que ça continue. C'est pas grave de lui dire. Et une femme, elle a peur, et toujours dans la peur de perdre, alors elle va faire l'économie de lui dire merci. Pour répondre à la question du premier merci qui est de dire bah, c'était normal. Une fois on a dit, c'est marqué dans la Torah comme ça, que Léa, elle a eu des enfants. Ça va? Le premier elle a appelé Rouven, le deuxième elle a appelé Shimon, le troisième elle a appelé Lévi, et le quatrième Yehuda. Elle a appelé Yehuda, pourquoi? Elle a appelé Yehuda qui veut dire Oda, c'est un remerciement à Hachem. Je remercie Hachem. Alors Rachid explique pourquoi. Parce que elles étaient 4 femmes. Et il y avait, Rachid dit qu'elles avaient une prophétie, elles savaient de façon prophétique qu'elles avaient 12 ans. Il y avait 12 enfants qui allaient naître des 4 femmes. Donc s'il a dit il y a 12 enfants légitimement s'il y a 12 enfants, il y a 4 femmes, légitimement on a 3 enfants chacune. C'est légitime. Donc elle a dit mais non, j'ai eu Lévi, j'ai eu 3 enfants, j'espère que cette fois-ci mon mari m'accompagnera, je l'ai comblé parce que j'ai rempli mon rôle de femme. Voilà, j'espère. Quand elle a eu Yehuda, elle a appelé Yehuda. Pourquoi? Odaa. Elle a dit merci Hachem. Alors ce qui est intéressant, c'est pourquoi à ce moment-là elle a dit merci.
Pourquoi elle n'a pas dit merci la première fois? Parce qu'elle savait que l'égalité entre les femmes allait être... Normal, normal. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu que chacune ait 3 enfants, il allait y en avoir une qui allait en avoir que 2. Non. Ah, oui, j'ai compris, mais dire merci, et ça, c'est pas gentil, ça. Parce que si elle dit merci à Hachem et l'autre va souffrir d'en avoir que 2. C'est ce que j'avais entendu dans un autre. Alors écoutez-moi bien, écoutez bien. Il y a marqué comme ça. Il y a par exemple, vous rendez service à des gens dans la vie, ça vous arrive? Votre mari, est-ce que votre mari, quand vous faites ce que vous faites, il vous dit merci? Par exemple, si vous faites un bon repas, il va dire merci ma chérie, c'était super bon. Ou il va rien dire. Bon, quand c'est pas salé, qu'est-ce qu'il vous dit? Quand c'est pas bon, qu'est-ce qu'il vous dit? Bah c'est pas bon. Hein? Mais quand c'est bon, il vous dit pas que c'est bon. Pourquoi? Hein? C'est bizarre ou pas? Est-ce que maintenant qu'il n'a pas dit merci ou il n'a pas dit que c'était bon, ça vous encourage à faire maintenant ou pas? Vous dites, tiens, t'as pas dit merci, bah, tiens, la prochaine fois, tu vas faire un sandwich. Hein. Ça va, on va faire un sandwich. Bon. Pourquoi il n'a pas dit merci? Pourquoi il n'a pas dit c'est super, merci, je m'aime? Il a déjà dit. Parce que s'il est marié, c'est pas pour manger mal. Bah évidemment. Ça, c'est ce qu'il était quand il était célibataire. Donc l'avantage d'être marié, c'est de manger bien. Ça va, de manger bon. Moi, je suis pas cuisinier, mais ma femme, elle l'est. Ben, c'est normal qu'elle me fasse la cuisine et que ce soit bon. Et quand c'est pas bon, elle joue pas son rôle de femme, de son rôle de maman. C'est vrai ou pas? C'est normal, ça? Maintenant, quand votre mari vous critique, ou quand votre mari vous dit rien, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez envie de faire encore des efforts? Parce que c'est un effort de faire bien. Ça vous a découragé. C'est vrai pour vous? C'est vrai pour lui. Maintenant, vous avez compris que s'il vous dit « Ah, merci ma chérie, c'était très bon, quand la cavotte, ça vous encourage à en faire d'autres ?» Vous dites « Non, elle a fait une fois, elle ne va plus recommencer. » Hein? Vous dites « Elle a fait une fois, je ne vais pas lui dire merci parce qu'elle ne va pas recommencer. » Hein? Donc quoi qu'il arrive, on fonce. On fera. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais plus je vais dire merci, et plus je vais lui dire que ça m'a fait plaisir, et plus je vais dire que je ne compte que tu es vraiment mon mari. Maintenant, on a compris une chose. On a compris que quoi? Que quand est-ce qu'on dit merci, quand est-ce qu'on le dit pas, alors? C'est intéressant, ça. Ça veut dire quoi normal? C'est quoi normal? Tu dis, mais elle est ma femme, c'est normal qu'elle me fasse à manger. Ça va? C'est quoi la normalité? C'est quoi la limite de la normalité? C'est combien la limite de la normalité? Il y en a une limite ou pas? En vérité, je explique ça. Ça serait quoi la limite? Regardez ce qu'elle a dit. Comment elle s'appelle? Léa, elle a dit comme ça. J'ai eu 3 enfants. Maintenant, j'en ai eu 4. Merci Hachem. Pour dire merci, il fallait mettre une limite au départ. S'il n'y en a pas, on ne dit jamais merci. Vous avez compris pas? Ma femme, elle fait manger, c'est bon, mais c'est normal. Elle est où la limite? Mais il n'y en a pas. Heureusement que je suis marié avec elle, non? C'est normal. Elle est où la limite? Il n'y en a pas. Par contre, elle aurait pu me faire un sandwich. Elle m'a fait un bon poisson, une belle viande, un petit sandwich. C'est ce que je méritais, en fait. J'aurais pu avoir un sandwich. Maintenant, elle a fait plus qu'un sandwich. Mais merci beaucoup. Vous avez compris, quoi? C'est toi qui mets la limite. Elle a fait plus que normal. Pas de dire, mais qu'elle ait fait plus que normal, mais c'est normal puisqu'elle est ma femme. Elle-même, évidemment qu'elle m'a fait plus que normal. Plus je crois que c'est normal, plus moi je vais dire merci. Et si c'est pas normal, parce qu'elle n'a pas fait comme d'habitude, alors je dirais, je vais la gronder. Là, je dis, attends, le repas il est pas prêt, le machin il est pas prêt, vous avez compris ou pas? Quand quelqu'un rentre à la maison, il dit, mais alors le repas il est pas prêt, au lieu de dire, elle a sûrement eu du mal à avoir du temps pour faire son repas, elle était prisonnière de je sais pas quoi, il dit, mais alors, quand je rentre, il faut que ce soit prêt. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire comme on est partenaire, mais c'est normal que tu fasses ton rôle de partenariat. Mais c'est pas un tzaddik ça. Le tzaddik c'est de dire, mais si elle n'a pas fait, c'est sûrement qu'elle n'avait pas le temps, c'est sûrement qu'elle n'a pas... Il est dans sa souffrance, vous avez compris ou pas? Vous avez compris la différence? Il faut amener à ce qu'une personne, elle participe et, de façon associative à ce qu'une femme elle vit, évidemment c'est comme ça, c'est ça un tzaddik. Il devrait être gêné de dire mais alors, le repas n'est pas préparé, je comprends pas qu'est-ce que tu fabriques toute la journée, t'as rien à faire d'autre que de faire le repas, alors tu n'as pas le temps de faire le repas. Voilà ce qu'il va dire, ouais. Il n'est pas partenaire, et ça c'est une grande souffrance pour une femme, parce qu'elle ne se sent pas aimée, parce qu'elle dit mais qu'est-ce qu'il raconte, il ne se rend pas compte de ce que je fais. Et quand c'est dit 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois, ça tue ça. Et après qu'est-ce que ça fait? C'est très difficile d'éliminer psychologiquement ce qui a pu entraîner une parole pareille. Parce que pourquoi il a dit ça? Il dit parce que moi j'ai pas le temps, moi. Moi quand j'arrive à la maison, je dois me reposer, je dois manger, Vous avez compris? C'est grave, hein, c'est grave. Mais c'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre qu'une fois, elle doit apporter à son mari la capacité
à pouvoir s'associer à ça. Et quand elle lui dit j'ai pas eu le temps, c'est pour lui dire, c'est pas pour dire je suis pas organisé. Lui va dire mais comment t'as pas le temps, mais viens on va faire un peu du temps, viens on va faire. C'est grave, mais oui mais c'est comme ça. Mais tu sais pas t'organiser ma chérie, mais et ça fait pas ça. Lui il croyait que c'était un problème d'organisation. Par exemple, moi je me suis rendu compte quand j'étais jeune marié, une fois ma femme elle a dû partir, on avait des enfants à la maison. Et j'ai dû rester à la maison, m'occuper des enfants. Quand elle est rentrée, j'ai dit, purée, bah. C'est là que je me suis rendu compte du boulot derrière. Mais oui, mais on se rend pas compte. Mais on se rend pas compte. On se rend pas compte du travail qui est fait derrière, du travail éducatif, du travail. Il y a une femme elle a une nature qu'un homme n'a pas. Donc elle est plus passionnée, elle est plus, elle écoute. Pourquoi vous croyez qu'une femme, elle entend ses enfants la nuit crier et que quand ils pleurent, le mari n'entend rien? Il n'entend rien du tout. Pourquoi il n'entend pas? Mais non, il n'entend pas. Mais pourquoi il n'entend pas? Parce qu'il n'a pas cette responsabilité de mère. Vous avez compris? Il n'a pas ce sentiment-là. Vous voyez? Il n'a pas ce sentiment. Parce qu'on n'est pas conçu de la même manière. C'est que toutes les différences, elles se voient dans le quotidien. Mais il faut les comprendre pour pouvoir vivre avec. Et vivre bien avec. Pas vivre mal avec. Pas que la différence existe, on en a conscience. Mais on les vit mal. Parce qu'on espère que la personne, elle va changer sa nature. Pourquoi tu t'adaptes pas à la nature de la personne plutôt que d'espérer qu'elle va être comme toi, un homme? Non. Pourquoi tu espères que ton mari... Non, il faut qu'on arrive à adapter la nature, mais il faut donner envie que ce soit comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Un homme, il a envie de savoir qu'il est vraiment le mari, il la comble, elle est heureuse avec lui, c'est ça qu'il va entendre. Maintenant, de faire l'économie de ça, c'est grave, parce que ça veut dire que lui, il va toujours se sentir mal à l'aise. Il va croire qu'il est dans la frustration en tant que mari de croire qu'il joue pas son rôle de mari. Ça lui donne pas envie d'entrer à la maison. Par exemple, quand il rentre à la maison, si vous souriez pas, il va croire que vous êtes malheureuse. Mais c'est à cause de qui qu'elle est bien? Peut-être qu'elle aurait peut-être dû se marier avec un autre homme que moi, je ne sais pas ce qu'il va penser, vous comprenez ce qui va se passer? Alors que si vous dites peut-être j'ai des problèmes, mais mon mari, il ne faut pas que... Je vais lui dire, mais avec le sourire, je vais lui montrer que je suis heureuse, et après, je peux lui parler de mes soucis personnels. Mais d'abord, lui montrer que je suis heureuse que je sois la femme de cet homme. D'accord? Et c'est ça qu'il arrive à... Donc lui, ça va l'encourager à se dire, mais si ma femme, elle est heureuse avec moi, mais bien sûr que ça m'encourage, et je vais faire encore plus d'efforts, et ça va... Évidemment, c'est dans l'encouragement qu'on fait. Et de dire merci, c'est d'avoir su au départ mettre la limite. D'avoir dit merci, c'est d'avoir su qu'est-ce que j'attendais de l'autre. Il peut trouver ça normal qu'on soit heureuse avec lui. Comment? Eh bien, il faut aussi lui expliquer, c'est ça que j'explique, que s'il a une notion dans sa tête, c'est ça que j'explique au début, que quand on forme des gens au départ, ou quand on est au courant de la réaction qu'a un homme, ouais, je sais que quand je vais lui dire merci, il va croire que ces choses sont acquises. C'est comme quand on était fiancés, il m'offrait des fleurs, il me téléphonait tous les jours, et quand on est marié, il me téléphone une fois par semaine. C'est pas normal. Parce que lui, il est parti du fait que cette étape est passée, elle est acquise. Alors quand il faut expliquer que non, c'est que le démarrage. On a mis que la graine dans la terre. Maintenant, il faut que l'arbre y pousse. Ce n'est que le démarrage. Il faut déjà expliquer qu'on a fait que démarrer notre vie de couple. Donc l'encouragement, comment dire, ou des gens à l'inverse. Vous savez ce qui se passe l'inverse? L'inverse, malheureusement, c'est que des gens ont plus dans la tête d'être célibataires que partenaires mariés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils restent mariés célibataires. C'est-à-dire des gens qui sont célibataires en mari. Ça va? Tu me casses pas la tête. Écoute-moi, je veux garder ma liberté. Ne me saoule pas. Ne fais pas ça. Oh là là, laisse-moi tranquille. Ça va? Ça veut dire que le type, il veut rester célibataire marié. Ce qui est une catastrophe. Je veux avoir les avantages du mariage, mais pas les inconvénients. Vous avez compris? Faut pas que ça... Il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris ce que veut dire se marier. C'est pour ça que c'est très important de définir. Au début, il a dit quoi? Il a dit, moi je suis seul. Eh ben, j'ai les inconvénients d'être seul. Maintenant que je suis marié, j'ai l'avantage d'avoir une femme qui va combler les manques que je pourrais pas faire moi-même. Mais ta femme, elle n'est pas là pour faire la cuisine. Hein. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que lui, comme il est partenaire, dans sa logique de masculine, il est partenaire, il dit, ben, j'ai trouvé un associé qui va combler tout ce que je ne peux pas faire moi-même. Avant, je faisais moi la lessive moi-même, avant, je faisais manger moi-même, et je mangeais mal, et je lavais mal, et ma femme, elle a vu moi, bon, Hachem, heureusement que je suis marié. Vous avez compris? Comme si que sa femme, c'est une machine à faire de la vaisselle, de la lessive, et une machine à faire de manger, une machine à faire de... Il faut avoir une autre considération de l'autre. Et ça va forcément être Kenegdo. Ça va être forcément contre lui. Parce qu'il n'a pas été zoché de comprendre ce que c'est qu'une femme. Il n'a pas été zoché, c'est un srout, ça. Vous avez compris, srout, ça veut dire de zar, ça veut dire que ce soit limpide dans sa tête, qu'il soit clair dans ce qu'il va vivre, qu'il soit logique dans le comportement qu'il a vis-à-vis d'elle, que les paroles qui sont dites, elles sont retenues. Ça va? Donc quand elle n'a pas compris, ou quand elle est mal comprise, c'est un sentiment de frustration. Elle va l'enlever maintenant, ça. Une femme est sensible,
D'accord? Elle est émotionnelle. Donc, plus je mets des couches et je rajoute des couches de frustration et des machins, ouais, moins une femme, elle exprime sa souffrance, plus elle va encaisser soi-disant le shalom bayit et soi-disant je sais pas quoi, et à un moment donné, ça va craquer. Et c'est dommage parce qu'on peut arriver par une accumulation de frustration à un dégoût de la personne. Et après, va éliminer ça psychologiquement, d'enlever l'image qu'on a de cet homme horrible qui ne comprend rien et qui machin et qui me fait souffrir. Vous avez compris? Voilà. C'est très difficile après, parce qu'en vérité, c'est qu'un problème de logique. C'est vraiment la personne qui est touchée par l'émotionnel, elle a beaucoup de mal à éliminer cette faculté mentale à penser qu'il peut changer intellectuellement. Parce que c'est qu'un problème de compréhension. Vous avez compris? Que l'émotion n'est que le corollaire d'une compréhension ou une mauvaise compréhension des choses. Mais au départ, il faut bien comprendre. Et quand j'ai compris, je sais ce que... Par exemple, si elle réagit de façon dure, elle n'est pas contre moi. Elle est simplement en train d'exprimer une souffrance qu'elle vit et qu'on va corriger tous les deux ensemble. Ça va? Mais sa virulence est beaucoup plus importante que la mienne parce qu'un homme, comment on va dire, il n'avait pas de neshama quand il est né au départ. Une femme, elle est née avec la neshama de son mari. Donc elle a plus de sensibilité, plus d'émotion, plus de relations à Hachem, plein de choses qui vont faire que finalement elle se sent frustrée. Ça va? Alors qu'elle cherche un bonheur qu'elle n'arrive pas à combler parce qu'elle voit qu'on ne se comprend pas. Mais le problème, c'est qu'il faut au départ comprendre qu'on est différent. Dès l'instant où vous comprenez que vous êtes différent, et on le comprend avec ses enfants. Vous voyez? Par exemple, on peut être dans l'exigence d'un enfant, celle d'un adulte. Ce qui est une grande erreur. Parce que c'est un enfant. Ça va? On va avoir un discours avec des enfants, celui qu'on aurait avec un adulte. Ce qui est une grande erreur, c'est un enfant. Par exemple, la chutzpah aujourd'hui, l'insolence, elle peut être déclarée parce qu'on a mis nos enfants à l'égal de ce que nous sommes. Donc l'enfant, il croit qu'il est comme son père et sa mère, il a de l'insolence. Parce qu'il dit, mais on est pareil. Mais c'est toi qui me l'as dit. Alors qu'on a fait l'erreur de ne pas marquer la hiérarchie. Vous avez compris? Quand dès l'instant où tu es l'enfant et je suis ta mère ou je suis ton père, tu dois avoir la hiéra de moi. Tu dois honorer ce que je suis. Parce que la hiérarchie doit toujours exister. Pourquoi? Parce que si c'est égal, un jour on va croire qu'on est à l'égal d'Hachem. On va avoir de la chutzpah et de l'insolence et même du reni. On va renier à Kadosh Baruch Hu. Donc la hiérarchie doit toujours exister parce que je dois respecter mon père comme je dois respecter Hachem. Je dois craindre ma mère comme je dois craindre Hachem. Vous avez compris? La peur de décevoir ma mère que j'aime et l'envie d'honorer le père que je crains. Ces sentiments-là, ce sont des sentiments qui sont paliers à arriver à la crainte d'Hachem et la hirat Hachem et la hirat Shamaïm ou l'amour d'Hachem comme on aime ses parents. Ça va? Ce sont des paliers existentiels qui permettent d'accéder à Hachem, qui est théorique. Théorique. La Emouna, elle est théorique. Mais pour arriver à pouvoir cristalliser ça dans votre cerveau, alors vous avez des parents. Et maintenant, vous avez eu des parents. Un jour, vous aurez un mari et une femme. Et vous aurez des enfants. Ça veut dire qu'on arrive à mettre en image quelque chose qui est réel et qui permet de construire une relation avec mes parents, avec mes enfants, avec ma femme, avec la vie familiale, qui me permet d'accéder à une logique d'Hachem. Ça va? Par exemple, Som Tassim Alecha Melech, il y a une mitzvah de nommer un roi. Pourquoi faire? Parce que tu vois, quand tu vas voir, on va nommer un roi, tu vas respecter le roi il est au-dessus de tout. Et bien, tu as aussi un roi qui est Hachem, Hachem Melech. Mais pour que tu arrives à le conceptualiser dans ta vie d'être humain, il fallait qu'on place un roi dans ta vie pour que tu aies une notion de royauté. Tu vois le kavod qu'on a fait à Louis XIV? On a fait le château de Versailles. C'est ce que le château de Versailles, c'est énorme. Ça, c'est le kavod d'un homme. Alors le kavod d'Hachem, combien tu vas t'investir? Le caveau de ton mari, combien tu vas t'investir? Mais ça dépend si c'est un roi, ça dépend combien tu le valorises. Mais il faut même un jour lui dire, je suis très heureuse avec toi, et heureusement que tu es mon mari, et c'est pas grave de le dire. Nous on croit qu'on va perdre. Nous on va gagner, parce qu'un homme il attend que ça. Ça va? Et quand je fais l'économie, il dit si elle ne me l'a pas dit, c'est qu'elle n'est pas heureuse, et ben, il va commencer à faire des films. Il va commencer à sentir qu'il n'est pas... Et après vous allez voir que vous avez un mari qui est défaillant, parce qu'on a créé cette défaillance. Et c'est ça qu'on ne sait pas, nous. En tant que femme, on ne sait pas ça. On dit, mais moi, j'ai pas envie de dire parce que j'ai peur. Et lui, il croit. C'est pas parce que tu as peur, parce que tu m'aimes pas, ou parce que je suis pas gentil, ou parce que je suis pas un vrai mari. On le traduit à sa manière. Mais dans sa logique masculine, dans sa logique féminine. Vous avez compris? J'ai pas envie de lui dire parce que j'ai peur qu'il continue pas. Alors que là, lui, il a compris, et elle m'a dit parce qu'elle n'est pas heureuse. Mais je suis très heureuse, moi, j'ai pas de problème, j'ai peur, c'est tout. Vous avez compris? Il faut comprendre la logique de la personne. Et c'est quand on l'a compris, alors on va continuer un parcours ensemble sans être dans le traumatisme de la mauvaise compréhension des choses. Que tout ça, ce sont que des problèmes de Yetzer. C'est ça le Yetzera du couple. C'est de nous faire croire à ce qu'il est faux. Mais on ne sait pas parce qu'on a un manque de connaissances.
Parce qu'on n'a pas compris la logique féminine, parce qu'on n'a pas compris la logique masculine. Et chacun le traduit à sa façon, en tant que femme ou en tant qu'homme, et c'est ça qui crée des fossés entre les couples. Et ça, c'est très très important au départ du couple, de le comprendre ça. Parce qu'après, ce que tout va ça va entériner que des échecs, ou ça va entériner des frustrations. Et après, les gens, ils ont l'impression que j'aurais jamais dû me marier, ou peut-être que j'aurais jamais dû... vous savez comment ce qui va se passer? On est dans une phase où on se dit que peut-être qu'on n'est pas le bon mari ou la vraie femme pour son mari, parce qu'il est malheureux à cause de moi, ou elle est malheureuse à cause de moi. Alors qu'au départ, c'est un problème de logique, de différence qui va devoir être comprise au départ. C'est pour ça qu'on a des enfants aussi, c'est parce que c'est un problème de logique. Quand tu vas comprendre que tes enfants ne sont pas comme toi, tu vas t'adapter à l'enfant. Et pourquoi tu t'adaptes à l'enfant, tu t'adaptes pas à ton mari? Pourquoi tu t'adaptes à l'enfant, tu t'adaptes pas à ta femme? C'est quand même bizarre. Tu dis oui, parce qu'elle c'est une enfant, mais lui, elle est adulte comme moi, on a les mêmes paramètres, on est des adultes. Là, c'est des enfants. Mais en vérité, elle est différente. Autant qu'il est différent, ton enfant est différent de toi. Pourquoi tu ne regardes pas la différence plutôt que de regarder le critère qui nous rassemble, qui est le fait d'être des êtres humains adultes? Tu dis mais qu'elle se débrouille. On est des adultes. Mais non. Si elle est en souffrance, c'est qu'elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin d'être comprise, elle a besoin d'être partenaire, d'être associée à toi, c'est ce qu'elle voulait. Si tu l'as pas compris, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que on est des adultes qu'on rentre dans les mêmes cases. Et ça, tu vas le comprendre avec tes enfants. La différence, tu vas le comprendre avec tes enfants. Tu es entièrement partenaire avec... Quand tes enfants réclament des choses, tu es tout de suite aux aguets. Mais ton mari aussi, c'est pareil. Et ta femme, c'est pareil. C'est exactement pareil. La différence crée l'association. Ça va? Et plus c'est varié, plus c'est riche. Donc, plutôt que la variété soit un inconvénient, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, sache que la variété, c'est la richesse. Plus c'est varié, plus c'est riche. Et sois content que ça soit varié. Alors que nous, on voudrait tout canaliser dans une seule chose. Et... Non, c'est important ça, vous avez compris? Donc c'est très important de dire ce qu'on ressent. Parce que le shalom bayit, c'est pas d'encaisser. Ça va? C'est très important aussi de dire quand c'est louable, il faut le dire. Parce que votre mari, il a besoin d'être réconforté qu'il est un bon mari pour vous. Ça va, c'est très important de le dire. Pas de faire l'économie parce que j'ai peur. Mais je vais plus gagner. Et quand je verrai qu'il va se contenter de ça, je lui dis non, je ne l'ai pas dit pour ça et je recadre. Ça va, je suis une femme, je recadre mon mari en lui disant c'est parce que je t'ai dit que tu vas t'arrêter. Au contraire, je l'ai dit pour que ce soit un encouragement pour qu'on continue à être heureux ensemble. Mais je dis, mais il faut le dire et le répéter, il faut qu'il se sente rassuré, qu'il ait envie de rentrer chez lui. Ouais. Quand il y a des problèmes, il faut pas mettre le doigt sur le problème en disant tu es un incapable et tu es nul et tu es machin, parce que c'est contraire à sa fierté d'homme. Et une femme, elle se sent forte en disant voilà, je vais te casser ta fierté d'homme. C'est punir son mari que de dire une chose pareille. Ça va? Alors qu'en vérité, je vais l'avoir contre moi. Je vis avec un homme qui est contre moi, c'est bête. Plutôt que de faire l'inverse, de dire je sais que c'est comme des gens, ils vivent dans un immeuble et ils jettent les papiers dans l'escalier. Son prétexte, il a dit mais c'est là que tu habites, c'est bête. Pourquoi tu salis l'endroit où tu vis? Je m'en fous, de toute façon, c'est pas chez moi, c'est l'escalier. Je dis, mais tu vis dans cet escalier aussi. Quand tu as mis des invités, tu as même que ça soit propre, t'as honte quand c'est sale. Ah, pourquoi tu mets de la saleté? Pourquoi dans ton couple, tu salis ton couple? Pourquoi faire? Tu vis avec. Donc quand tu l'accables, il va être contre toi. Mais tu vis avec quelqu'un qui est contre toi toute ta vie, c'est bête. Ta femme va être contre toi toute ta vie, c'est bête. Ton mari va être contre toi toute ta vie, c'est bête. Au mieux qu'on soit partenaires et qu'on vive ensemble quelque chose qui soit heureux. Alors que nous, on croit qu'il faut tout le temps résoudre des problèmes et tout le temps se fâcher, tout le temps. Et si on se fâche pas, c'est pas normal. C'est l'inverse. On est plus heureux quand ça se passe bien. Vous savez, il y a un taux de décibels insupportable. Quand un avion, il passe, ça fait mal aux oreilles. On se bouche les oreilles. Quand sa femme, elle crie trop fort, ou son mari crie trop fort, c'est insupportable. Donc ne croyez pas que si vous allez crier, ou il va crier, il va gagner. Il va perdre. Parce que c'est insupportable. Vous avez compris? C'est un taux de décibels. C'est insupportable et c'est désobligeant. C'est humiliant. Quand quelqu'un crie, c'est humiliant pour celui qui le subit. Parce que je ne suis pas un bébé, je ne suis pas un enfant, je ne suis pas machin. Vous avez compris? Je vous dis ça pour vous dire, il faut se maîtriser. Parce que vous allez perdre. Vous avez compris? Si je m'énerve contre mon mari, si je m'énerve pas, il ne comprend pas. Je dis, il vaut mieux le dire, Benachat, avec le sourire, en disant, et qu'il va se sentir ridicule, il va rigoler parce que vous êtes maître de vous-même, que l'inverse, et vous êtes non contrôlé, et vous criez contre lui, il dit, ah, tu cries, il va se sauver. C'est une réaction logique. Quand un avion il passe au-dessus de ma tête, je bouge mes oreilles. C'est comme ça. Il y a un taux de décibels insupportable. Donc il faut faire attention ne croyez pas que si vous allez vous énerver, vous allez gagner. Parce que c'est l'inverse qui va se passer. La personne va se sentir, autant homme que femme, genre pas aimé, pas reconnu,
rabaisser. Rabaisser, parce que quand on crie, on rabaisse. Et ça ne va pas être à l'avantage de ce que vous allez essayer d'escompter, parce qu'il va se boucher les oreilles, il ne va même pas vous écouter. Et vous espérez qu'en criant, il va accepter ce que vous allez dire, il ne va jamais l'accepter. Tu m'humilies, je t'humilie. Tu me respectes, je te respecte. Donc il vaut mieux avoir le contrôle des choses en disant « Je ne sais pas comment je vais lui dire, mais je veux absolument qu'il accepte ce que je vais dire, donc je vais le dire ben achat ». Il y a un contrôle de soi. Mais d'être se contrôler, c'est devenir une autre personne. C'est ça la avodat Hashem. C'est ça la avodat du couple. C'est pas de déverser toute la saleté qu'on a dans la tête et de dire à son mari ce qu'on pense de lui ou l'inverse à sa femme. C'est facile ça. Tu vois ? C'est d'arriver à l'aider à combler ce qui est une souffrance personnelle ou ce qui est un bonheur personnel. On a un objectif commun, c'est d'être heureux. Donc il faut arriver à le comprendre ça. Et c'est ça l'objectif profond. Maintenant, comment je vais lui dire pour ne pas casser ce principe ? C'est ça qu'il faut réfléchir. Et ça, quand on est associé, ouais, quand on tombe dans le piège du Yetzer Hara, il va dire, il va vous faire rentrer dans une émotion qui va vous faire sortir de vos gonds. Mais c'est lui qui a gagné. Sachez dorénavant que c'est lui qui a gagné. C'est pas comme ça qu'on fait, ça va ? On se construit. Ça veut dire qu'on a... Mon mari, c'est la personne la plus importante du monde. Donc je ne peux pas lui demander à lui de respecter ce que je suis de plus important au monde pour lui, et que moi, c'est l'inverse. Parce que je vous explique un truc. Ça, je ne le ferai pas à ma mère. Et je le fais à mon mari. Ou je le fais à ma femme. C'est pas normal. C'est pas normal. Ma mère, je peux lui crier comme ça, comme je crie à ma femme, ou je crie... C'est pas normal. Et pourquoi c'est normal pour nous et c'est pas normal pour nos parents ? C'est honteux, vous avez compris pas ? C'est-à-dire qu'il y a un problème de logique. C'est un problème de logique. Que si je dois respecter mon père, je ne vois pas pourquoi je ne respecterais pas mon mari et ma femme. Je vois pas. Vous avez compris ? Tu sais respecter pourquoi tu sais pourquoi tu respectes ton père ? Tu sais pourquoi tu respectes ton père ? Parce qu'il est indépendamment qu'il fait qu'il est ton père, c'est pas une valeur intrinsèque. C'est parce qu'il a quelque chose en lui de père qui est spécial. Mais ma femme aussi, c'est pareil. Allez chercher dans votre femme ou dans votre mari quelque chose qui fait de lui un être exceptionnel. Et vous allez honorer la personne exceptionnelle. Et après, j'ai peur de casser cette relation, moi. Et j'ai peur de dire des choses qui vont couper notre relation. Pourquoi je vais devoir aller gommer ce que j'ai créé de mal aujourd'hui ? C'est dommage. Vous avez compris ? Très important que la relation soit comprise, au départ dans la différence, et qu'elle soit logiquement expérée dans un comportement qui soit logique à ce que je sais. C'est très important. Très important.